Merci, merci beaucoup pour cette très belle invitation. Je suis ravi d'être présent pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que je connais très bien Judith Butler et d'abord pour l'avoir lu. Je me souviens de la première fois où je l'ai lu, c'était La vie psychique du pouvoir. C'était sur la plage à Lacanau. Ça a été un choc absolument bouleversant, comme peut-être, je ne sais pas, rare livre produit un tel effet. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer ensuite, qu'elle lise mes livres, qu'elle y accorde de l'importance. Et c'est comme ça qu'elle est venue à Bordeaux pour une cérémonie de docteur honoris causa. Ensuite, voilà, que je suis allé aux États-Unis, à Berkeley. Bref, c'est un échange assez long et je suis très heureux de pouvoir, là, aujourd'hui, juste, disons, vous donner quelques éléments de la force de la non-violence en disant, comme cela a été gentiment dit, que son travail parcourt mes propres réflexions et des fois, d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant quand on fait de la philosophie et même quand on s'intéresse aux idées, quand on a le sentiment que les idées n'appartiennent plus à quelqu'un qui en serait l'auteur, comme s'il y avait quelque chose à cadastrer, à s'approprier, à baliser. Mais comme si au fond les idées étaient communes. C'est Spinoza qui parlait justement de ces idées communes. Je crois vraiment aux idées communes. Je pense qu'une idée n'a de valeur que si elle est commune, c'est-à-dire que si elle est appropriable. Et c'est dans ce sens-là que je vais lire en 30 minutes, je regarde le temps, parcourir ce texte, La force de la non-violence, en le resituant très rapidement dans l'économie d'ensemble de l'œuvre de Butler, et en particulier dans ses derniers travaux qui portent sur, en particulier, le texte qui s'intitule Rassemblement, que je vous encourage à lire, qui porte sur tout un ensemble de mouvements de contestation contemporains qui ont, disons, des printemps arabes au mouvement des places occupées, en passant aussi par les assemblées féministes contre les féminicides, se sont employés à lutter contre les pouvoirs économiques et politiques en manifestant un droit d'apparaître, hein, des vies les plus précarisées, contre tout un ensemble de violences qui étaient faites à ces existences. Et justement, le fait que des personnes qui sont à ce point précarisées, exclues, qu'elles en deviennent presque invisibles, prennent le risque d'occuper l'espace public, révèle très exactement ce que Butler nomme dans La force de la non-violence, justement, ça a été fait référence tout à l'heure, vous avez fait référence tout à l'heure, le pouvoir des faibles. Quel est donc ce pouvoir des faibles qui prend, entre guillemets, qui prend précisément la force d'une non-violence, laquelle n'est justement pas du tout l'expression d'une docilité, mais au contraire d'une forme d'agressivité retournée contre la violence. Un des points qui m'a le plus intéressé dans La force de la non-violence est cette distinction qu'elle opère entre agression et violence. La non-violence est une forme agressive et elle maintient cette notion d'agression qu'elle sépare précisément de la violence. Ça nous oblige sans doute dans la journée et au-delà évidemment à penser cette frontière très trouble, ténue entre l'agressivité et la violence. Affirmer, disait-elle dans Rassemblement, qu'un groupe de personnes existe encore, qu'il occupe l'espace et qu'il s'obstine à vivre, est déjà une action expressive, un événement politiquement signifiant. Et elle rajoutait, et je crois que c'est très important de penser cette action politique comme le point de départ de sa réflexion sur la non-violence. C'est de là qu'elle parle à propos de la non-violence. C'est depuis cette précarité-là. Être là, disait-elle, à propos des rassemblements contemporains d'Occupy Wall Street et des autres. Se tenir debout, respirer, se déplacer, rester immobile, parler, se taire, sont autant d'aspects d'un rassemblement soudain, d'une forme imprévue de performativité politique, donc d'action politique, qui place la vie vivable au premier rang de la politique. Si on prend
analyse des mouvements contemporains, on voit bien que, à la lettre, Butler évoque la force de la non-violence dans les rassemblements contemporains, dont le but est justement de préserver le domaine du vivable contre cette violence, notamment néolibérale, qui tend à rendre tout un ensemble d'existences superflues, précaires, jetables. Dès lors, on pourrait dire que la non-violence, c'est un art politique, c'est peut-être l'art politique de visibilisation des plus précaires, et en ce sens, c'est une modalité de la lutte politique qui est retournée, comme à son agresseur supposé ou à son envoyeur supposé, contre les conditions que le néolibéralisme impose aux vies. La non-violence est peut-être le lieu dans lequel le vivable lutte contre ce qui est rendu littéralement invivable par le néolibéralisme. C'est en tout cas ainsi que le texte, La force de la non-violence, prend racine dans une réflexion très politique sur l'agentivité des mouvements des précaires, qui sont pour Butler des coalitions de mouvements, puisque ces mouvements de précaires traversent des précarités de classe, de genre, de race, qu'elles entrelacent et qu'elles contribuent justement à rendre possible au sens d'une coexistence non violente de ces mouvements. Dans ces conditions, justement, je crois que ce qu'apporte la force de la non-violence, c'est peut-être de creuser encore davantage les présuppositions de l'action de la non-violence dans l'action politique. Et en ce sens, justement, c'est de nous forcer à réfléchir de manière explicite sur les rapports entre la non-violence et la violence. Quel est ce nom, NOM, mais aussi NON, quel est ce non-nom que la non-violence oppose à la violence? Ce qui implique de se demander de quoi la violence dont les plus précaires sont l'objet est-elle, au fond, le signe, le symptôme? Que dit-elle des conditions néolibérales faites aux existences? Dans Rassemblement, justement, Butler avançait l'argument que l'action politique des plus précaires, que ce soit à l'intérieur des dominations de genre, de classe et de race, prônait la forme d'alliance entre les précaires pour manifester un droit d'apparaître retourné contre les conditions néolibérales faites aux existences. La violence était alors dénoncée comme cette force économique, politique, symbolique aussi, évidemment, si on pense au capital culturel, etc., qui expulse les existences, les situe non seulement à la marge, mais presque, pour reprendre Dante, dans les limbes, dans les espaces liminaux et non dans les espaces publics. Et finalement, les mouvements de contestation non violents sont une manière de réappropriation de l'espace public depuis la marge, depuis ces espaces liminaux. Le régime de violence néolibérale qui est complètement aussi bien présent, si on prend juste quelques éléments, dans les délocalisations massives, dans les expulsions. Il suffit de penser au livre de la sociologue Saskia Sassen sur l'expulsion comme régime général de notre monde, que dans les précarisations ou encore la dislocation de l'État social. Ce régime de violence néolibérale extrême doit donc être analysé comme l'expression d'un complexe de pouvoir, d'un ensemble de pouvoirs qui s'agencent et dont la conséquence est justement la précarisation de tout un ensemble de vies. Et de ce point de vue, ce que cherche à appréhender Butler dans La force de la non-violence, c'est peut-être à revenir d'une façon extrêmement pertinente sur la nature même de la violence. Je dirais que, avant d'être un livre sur la non-violence, La force de la non-violence est d'abord une analyse de ce que signifie la violence, de comment appréhender la violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, la non-violence, elle est on verra,
une alternative ou non à la violence. Mais donc, l'analyse de la non-violence implique une compréhension de la violence, et c'est vers cette compréhension de la violence que le propos de Butler prend sens, à partir sans doute d'un déplacement qu'elle opère dans son propre travail, et qui consiste, je crois, dans un déplacement très intéressant, parce que je me souviens l'avoir entendu à plusieurs reprises avant la force de la non-violence, dans plusieurs interventions, où il était question de non-violence déjà, et son propos, qui d'ailleurs est repris dans quelques éléments du récit de soi, par exemple, où son propos consistait à dire que, essentiellement, à partir d'une analyse des conditions psychiques de l'accueil de la violence par chacun d'entre nous, où son propos consistait à dire en substance que pour traiter de la non-violence, le préalable est de reconnaître la part de la violence qui nous constitue comme ce sujet que nous sommes. De telle sorte qu'il ne s'agit pas de se dire non violent en expulsant la violence à l'extérieur dans les conditions faites aux existences, il s'agit d'abord de réfléchir à la violence qui traverse notre sujet, notre manière d'exister, qui nous constitue comme ce sujet de genre, comme ce sujet de classe, comme ce sujet de race, et avec lequel nous devons justement travailler. Si cette dimension vous intéresse, je me contente de vous indiquer un très beau chapitre dans le texte Le récit de soi, d'ailleurs que j'ai eu la chance d'éditer et même dont j'ai eu la chance de proposer le titre, parce qu'en fait le titre est un intraduisible, c'est Giving an Account of Oneself, c'est-à-dire littéralement rendre des comptes de soi-même, rendre des comptes sur soi-même. Gaming, se justifier. Évidemment, c'est un titre intraduisible et je lui avais proposé un titre un peu trop riqueurien, entre guillemets, le récit de soi, mais qui lui allait, parce que cette dimension narrative de la narration est au centre de son livre. Et dans ce texte, dans le chapitre 2 sur la violence éthique, qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Contre la violence éthique. On est déjà dans un point de départ sur la non-violence, contre la violence éthique. Butler fait une analyse absolument incroyable de cette petite nouvelle de Kafka, écrite en une nuit de novembre 1912, Le Verdict. Je ne sais pas si vous la connaissez, Verurteilen, dans lequel Kafka raconte l'histoire d'un jeune homme qui écrit à un ami parti en Russie, se décidant finalement par lui dire dans cette lettre qu'il va se fiancer. C'est tout le thème de Kafka, les fiançailles. Bon. Et ce jeune homme qui a écrit cette lettre se rend ensuite dans la chambre de son père. Là aussi, c'est tout le thème de Kafka, le père, pour lui annoncer qu'il a écrit cette lettre dans laquelle il s'est décidé à dire à son ami, dont il pense qu'il a un peu raté son existence, puisqu'il est parti à Saint-Pétersbourg et qu'il végète là-bas, qu'il va se fiancer. Et suite à cela, son père nie d'abord, premièrement, l'existence de son ami, il lui dit « mais tu es sûr que tu as un ami, tu me joues la comédie, etc. » Finit par lui avouer dans un second temps que son ami, il le connaît très bien et que même finalement, ça serait son fils selon son cœur contre son vrai fils qui devient une espèce d'intrus, de parasite, etc. Et à la fin de la nouvelle, dans la toute chute finale, c'est le cas de le dire, lui lance un verdict absolument abominable, puisqu'il lui dit « je te condamne à mourir par noyade ». Suite à quoi, le narrateur, Georg, va exécuter la sentence du père et va se jeter du haut d'un pont pour mourir. Voilà la nouvelle très rapidement résumée. Je suis désolé d'avoir fait le début et la fin comme il ne fallait pas le faire, mais l'essentiel, c'est dans l'écriture, vous verrez. Toujours est-il que Butler interprète cette nouvelle d'une manière absolument magistrale en signalant qu'il y a là un cas double de violence éthique. D'une part, le père impose son format d'interprétation de la vie du fils à son fils, première violence éthique. Et seconde violence éthique, c'est la plus mystérieuse, le fils, parce qu'il aime ses parents. D'ailleurs, à un moment donné, il dit « Chers parents, liebe Eltern, ich habe euch doch geliebt, je vous ai pourtant toujours aimé ». Le fils va consentir à la violence éthique du père qu'il
introjette dans sa psyché, et donc il va finir par se suicider par consentement au verdict. Ce qui veut dire que la violence du père, il l'a fait sienne, il l'a rejoint, il l'adopte. Et donc, contre la violence éthique, c'est à la fois contre l'imposition d'une forme de schéma mental, existentiel de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, et c'est évidemment aussi contre l'incorporation de ce schéma. Comment justement se rapporter à soi-même de manière non violente? Comment exister en dehors de cette violence éthique? C'était cela, en quelque sorte, la toile de fond du travail de Butler sur la non-violence. Et il est évident que, à partir de rassemblements, à partir du moment où elle s'intéresse au mouvement d'occupation des places, au printemps arabe, etc., elle va se rendre sensible à des styles de contestation des conditions néolibérales faites aux vies portées par les plus précaires. Et à ce moment-là, la réflexion sur la non-violence change d'aspect. Elle cesse d'être, disons, un élément de réflexion personnelle seulement sur comment s'orienter par rapport à la violence qui est en nous, qui peut venir pour une part des autres et que l'on peut justement démultiplier dans sa propre existence pour porter sur des conditions politiques. Qu'est-ce que c'est qu'un agir politique non violent? Comment retourner la violence en non-violence? Quel est ce geste de transformation? En quel sens il y a justement une opération de métamorphose, pour continuer à parler la langue de Kafka, en quel sens il y a une opération de métamorphose de la violence en non-violence? Dans cette perspective, et elle opère une réflexion que je trouve absolument lumineuse sur la signification du terme même de violence à l'intérieur de la force de la non-violence. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, elle montre en particulier que la définition de la violence n'est nullement stabilisée, qu'elle ne peut pas être réduite à une dimension, à la dimension, par exemple, du seul coup physique donné ou reçu, parce qu'elle ne saurait se confondre avec la domination simplement physique. Elle doit au contraire être élargie à l'ensemble des structures de domination politique, économique, sociale, symbolique. Et donc, elle ne saurait pas se réduire à la dimension simplement, vous voyez, dyadique de un face à l'autre, interpersonnelle, de l'exercice d'une violence de quelqu'un contre quelqu'un. Elle doit être analysée de manière bien plus large, bien plus systémique, là où il y a justement violence, il y a société, il y a État, et elle récupère de ce point de vue, bon, la définition ultra classique depuis Weber, selon laquelle justement l'État a le monopole de la violence légitime, qu'elle interprète d'une manière très, très intéressante en soulignant que très souvent, l'État a recours à la violence sur le mode d'une rhétorique particulière. Et donc, c'est cette rhétorique qui va construire l'objet violence. De telle sorte que, littéralement, il faudrait dire que la violence n'est jamais perceptible en tant que telle. Je perçois ce verre d'eau, mais je ne perçois pas la violence. Je l'interprète. Je la fais rentrer dans un système de signes, dans une rhétorique. Je la construis. Je ne perçois pas la violence, je la conçois. Et comment se conçoit-elle? Elle est conçue à partir d'un exercice particulier de l'État qui a recours à la violence d'une façon très particulière, puisque, en règle générale, l'État a tendance à rendre l'usage de sa propre violence d'autant plus invisible ou d'autant plus légitime que l'État reverse sur des minorités agissantes ciblées à l'extérieur le fait même de la violence. Regardez regardez ces manifestants, ils sont violents, nous n'avons d'autre choix que d'utiliser la police, l'armée, etc., etc. Autrement dit donc, la, la rhétorique de l'État consiste à euphémiser sa propre violence, à la faire disparaître pour la faire apparaître du côté de ce qui est ciblé par l'État et pour lequel une intervention devient nécessaire. C'est pour ça qu'elle dit à un moment donné, et je trouve que cette phrase est assez lumineuse,
elle dit, et elle a vraiment raison d'écrire ça, elle dit la violence est toujours interprétée. Quand je disais tout à l'heure, on ne perçoit pas la violence, elle est toujours interprétée, c'est-à-dire nous prélevons un ensemble d'éléments dans une situation particulière auxquels nous conférons la dimension axiologique finalement, c'est-à-dire en valeur, de relever de la violence. Nous disons ça c'est violent et nous sous-entendons que ça l'est moins ou que ça ne l'est pas du tout. Bref, la violence n'existe pas comme une chose, elle existe comme un système de signes interprété comme tel, elle existe à l'intérieur d'une langue et cette langue, elle n'est jamais aussi puissante que quand elle se manifeste du côté de l'institution qui est censée avoir le monopole de la violence, qui est l'État précisément, contre lequel, du coup, toute action devient en retour une action potentiellement violente parce que définie comme telle. Voilà, c'est violent parce que un système de référence autorisé, qui fait autorité donc, le définit comme tel. Ça, c'est la première grande caractéristique que Butler attache à son analyse de la violence. Un second argument, j'ai intitulé ça les 5 commandements de la non-violence. Un second argument relatif à l'analyse de la non-violence porte justement sur une justification centrale de la violence présentée notamment à gauche à partir de l'analyse de l'autodéfense, de la défense de soi. Et évidemment que cette analyse-là, elle se fait en direction de tout un ensemble de luttes. Vous avez parlé des luttes féministes tout à l'heure, dont certaines reconnaissent évidemment la nécessité du recours à la violence. Je veux dire, ce sont des débats très... Ces frontières violence, non-violence ne sont absolument pas réglées dans les mouvements contemporains. Il y a même des luttes concernant l'usage ou non de la violence à l'intérieur de ces mouvements, et on peut dire que ces mouvements se définissent aussi par rapport à une défense ou non de la violence comme pour lutter contre la violence faite à certaines existences. C'est dans cette perspective que Butler analyse l'argumentaire présenté par un certain nombre de pensées et de mouvements de gauche concernant l'autodéfense, à savoir que une forme de recours à la violence serait légitime dès lors que sa vie est menacée, dès lors qu'il s'agit d'une préservation de soi ou de ses proches. Et dans cette analyse, Butler montre que le problème de cette compréhension de l'usage de la violence, du recours à la violence dans l'autodéfense, est qu'elle contribue, c'est une des lignes philosophiques les plus intéressantes du livre et qui reprend aussi son travail antérieur, et qu'elle contribue justement à définir un sujet refermé sur lui-même, un soi en position d'être un corps distinct des autres corps, c'est-à-dire distinct des autres corps humains, mais aussi distinct des autres formes de vie. De telle sorte que ce qu'elle montre, c'est que le recours à la violence pour préserver son soi pose, en un certain sens, 2 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est que ce recours à la violence, finalement, contribue à séparer l'individu qui est en position de devoir se défendre des autres existences, ou en tout cas contribue à séparer cet individu ou le groupe de ses proches, si c'est ses amis, sa famille, etc., des autres individus, et donc aboutit à une espèce finalement de relecture de l'individualisme, aboutit à une défense et illustration de l'individualisme. Le problème de l'autodéfense, c'est que ça produit des individus séparés, alors que ce qu'il faut penser aujourd'hui, et ça c'est vraiment une position philosophique de fond de Butler, ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est l'intégralité des relations
dans lesquels nous sommes situés et qui nous font exister comme individus précisément parce que nous bénéficions de relations de soins, de care, de relations de soutien qui sont portées par des individus. Oui, on l'a vu au moment du Covid, ce qu'on a appelé les premiers de corvée, justement, qui étaient en réalité les premiers de cordée, par une inversion où brusquement la société nous apparaissait comme une société du prendre soin et non plus une société du risque économique. D'un seul coup, nous avons vu tout ce réseau de solidarité informelle, vitale, grâce auquel nos vies étaient encore possibles. Si nous prenons ça au sérieux, ça signifie que nous vivons à l'intérieur de liens, dans une économie générale des liens qu'il faut préserver si nous voulons préserver la qualité même de la vie. Le problème de l'autodéfense, c'est que ça force l'individu à entrer dans un rapport égologique à sa propre survie. Ça le force en quelque sorte à se séparer des autres par l'action même de la violence qu'il adresse contre certains. Et donc, ça le force à épouser l'idéologie la plus individualiste au moment où finalement nous devons basculer au contraire vers une écologie des relations, de soins par lesquels nous sommes en vie par les autres vivants, en vie par les autres formes de vie, ce qui implique évidemment de concevoir une égalité radicale de toutes les existences, ce que Butler analyse de façon très, très, très précise, et c'est peut-être ça l'objet central du livre, vous l'avez suggéré tout à l'heure, lorsqu'elle dit que cette égalité radicale, elle se révèle dans la possibilité et même dans la nécessité de ce qu'elle appelle la pleurabilité de chaque existence, c'est-à-dire dans la nécessité d'appréhender chaque vie sur cette terre comme une vie qui compte. Comme une vie qui compte. Et comment appréhender une vie qui compte? Quel est le critère, en quelque sorte, qui consiste à dire que ta vie aura compté? C'est la possibilité, dit Butler, de la pleurer. La possibilité de la pleurer. De la pleurer. La possibilité de témoigner par les larmes qu'une existence aura été vécue. Et elle utilise le futur antérieur. Et c'est très, très beau le fait qu'elle utilise le futur antérieur. Ça veut dire que ce n'est pas, les pleurs ne sont pas là pour rendre compte du chagrin produit par la mort. Les pleurs sont là pour rendre compte, pour attester en quelque sorte de manière sensible qu'une vie aura bien été vécue. Pleurer une vie, c'est certifier dans son propre corps qu'elle aura été vécue, qu'elle aura été appréhendée comme une vie qui compte. Et c'est cette condition d'égale pleurabilité des existences que Butler mobilise d'une manière très philosophique pour souligner que chaque vie est l'égale de l'ensemble des autres existences, y compris les vies les plus considérées comme les plus superflues, les moins appréhendées, les vies des migrants qui traversent, les vies de celles et de ceux qui meurent dans la Méditerranée, les vies de celles et de ceux qui, justement, dans des camps, ont des existences liminaires, etc. Les vies jetables, entre guillemets. Autant d'expressions qui montrent que la condition d'égale pleurabilité des existences n'est absolument pas remplie aujourd'hui. Il suffit de penser, c'est d'ailleurs un exemple qu'elle donne aussi, comment nous avons pleuré les morts des tours du 11 septembre et comment nous sommes collectivement, globalement, indifférents aux morts des génocides en Afrique, par exemple, pour se rendre compte que les vies sont plus ou moins humanisées, plus ou moins déshumanisées en fonction de l'inégale pleurabilité à laquelle elles donnent droit. Cet argumentaire très philosophique peut donner l'impression, par moment, que c'est lui qui l'emporte sur l'argument plus stratégique de la non-violence. Le tour de force de Butler, c'est justement de faire dépendre le geste de la non-violence d'un respect absolu à l'égard de toute existence, dont le critère est justement cette pleurabilité. Ça, c'est le premier argument que Butler donne comme une critique à l'autodéfense. J'en viens, pour conclure, à un second argument qui est très intéressant
et qui consiste justement à peut-être à mieux revenir sur ce nom dont vous avez parlé tout à l'heure, le nom de la non-violence. Est-ce que la non-violence est relative à la violence? Voilà, c'est une question sur laquelle vous avez presque conclu. Hein. Est-ce que la non-violence est relative à la violence? En fait, la thèse de Butler, et on le voit aussi par rapport à l'autodéfense, c'est que présenter la violence comme un moyen pour lutter contre la violence, ce qui est le cas de l'autodéfense. Dans l'autodéfense, je me défends, j'ai recours à la violence, mais c'est un moyen parce que je suis l'objet déjà d'une violence qui s'abat sur moi, etc. C'est ainsi que très souvent le recours à la violence est justifié. Présenter la violence comme un moyen pour lutter contre la violence implique ce qu'on pourrait appeler, en s'inspirant de Butler, une espèce de cumul infini de la violence, une augmentation du quantum, si on peut parler ainsi, de la violence, qui va avoir plusieurs effets, notamment l'effet que de brouiller le rapport entre moyen et fin. Ce qui est moyen, ce qui est une simple technique de lutte, risque de devenir une fin très rapidement, de basculer sur la fin. Et ainsi, notre univers, notre vision du monde va entièrement basculer du côté de la violence qu'elle était censée déminer et dénoncer. C'est pourquoi la non-violence, je termine là-dessus, est en réalité la possibilité, la capacité, c'est pourquoi c'est une force, elle est une capacité en quelque sorte, de décontenancer cette démultiplication infinie de la violence. Qu'est-ce que c'est que la non-violence? C'est justement la possibilité de faire chuter le cours de la violence. Et ça, c'est un point sur lequel elle revient à plusieurs reprises dans le livre. Elle dit notamment ceci: quand le monde se présente comme un champ de force de violence, la tâche de la non-violence est de trouver des moyens de vivre et d'agir dans ce monde pour que la violence soit contenue ou atténuée, ou qu'elle prenne une autre direction, surtout dans les moments où elle paraît saturer ce monde et ne laisser aucune issue possible. Par conséquent, c'est une phrase très forte, je trouve, qui signifie que la non-violence doit être entendue au sens littéral du terme, c'est-à-dire une tentative d'annuler la violence par un agir qui, donc par une force, par une puissance, qui apparaît comme un véritable retournement des conditions faites aux existences. C'est pourquoi on pourrait dire, pour conclure, que un certain nombre de présupposés sur la non-violence sont littéralement déconstruits par Butler. Premier présupposé, selon lequel la non-violence serait une forme d'attitude irénique de paix. Elle montre, notamment en page 33, que la non-violence vient au contraire de l'agression. La non-violence, c'est une agression c'est une agression faite à la violence. C'est ça qu'il faut arriver à penser. Ça c'est fort quand même. Une agression contre la violence, retourner sur la violence, pour décontenancer la violence, pour éviter qu'elle devienne une vision du monde. La non-violence, c'est l'action qui consiste à suspendre la vision du monde qu'est la violence, par l'agression donc. Deuxième élément qu'elle déconstruit, la non-violence n'est pas tant une position morale qu'une pratique sociale et politique qui dépend du contexte dans lequel elle se situe. En ce sens, troisième présupposition, la non-violence n'est pas la non-force, mais c'est la force ultime de l'incarnation. C'est la force ultime des corps qui restent à ceux-ci lorsqu'ils ont été dépossédés de leur propre existence, de leurs moyens de subsistance, lorsqu'ils ont été précarisés. Il leur reste cette possibilité de s'assembler, d'agir ensemble, de respirer ensemble, de s'asseoir ensemble,
il leur reste la possibilité de décontenancer la violence faite à leurs propres existences. Et c'est pourquoi la non-violence n'est pas un principe, mais le nom, NOM, d'une lutte en cours. Et c'est justement parce que la non-violence est le nom d'une lutte en cours qu'elle est une valeur pratique pour les existences qui ont été dépossédées de leurs conditions de vie, mais qui sont encore en pouvoir de résister. Voilà. Merci. Je crois que j'aurais deux questions. J'ai malheureusement pas eu j'ai parcouru rapidement, mais pas eu le temps de lire de manière approfondie le livre de Judith Butler, mais dans ce que vous en avez dit, et merci beaucoup pour cet éclairage, je pense que ça sera peut-être plus facile de lire le livre après vous avoir écouté. L'exercice pédagogique est vraiment utile. Moi, il y a deux questions que je me pose. C'est cette question, en fait, il m'apparaît dans vos propos une sorte de dissymétrie dans son analyse entre la critique de la violence de l'État, je dirais, de ce qu'on appelle les violences structurelles, où là, moi, je retrouve d'une part pas mal de choses que les mouvements non violents ont pensé, et aussi les mouvements non violents politiques ont pensé, et bien sûr, tout l'apport de philosophes ou de la sociologie critique sur la violence de l'État. Mais en fait, le problème, il me semble, dans sa définition comment dire, dans la réponse qu'elle y apporte du côté de l'autodéfense, c'est qu'elle définit cette autodéfense, et je vois bien la critique qu'elle fait autour du sujet, de reprise du sujet, comme quelque chose de complètement individuel. Mais du coup, que fait-elle de ce qui pourrait être une autodéfense collective? Que fait-elle de la révolte? Que fait-elle de la révolution? Que fait-elle de mouvements qui peuvent avoir... c'est-à-dire, est-ce qu'elle considère que tout choix d'utiliser des moyens violents pour résister à la violence de l'État ou à la violence d'une agression extérieure relève de cette autodéfense? Voilà, c'est cette espèce d'asymétrie en fait entre sa définition de la violence structurelle qui s'applique aussi au collectif autant qu'à l'individu, et la critique de la réponse violente qu'elle a l'air de ne faire porter que sur l'auto et que sur l'individu. Et puis, juste deuxième petite question, ce que j'ai du mal à appréhender en fait dans la question, dans la manière de définir la violence uniquement comme une interprétation, c'est la question de la violence physique. C'est-à-dire, est-ce qu'un coup COUP aussi, hein, reçu par une femme d'un conjoint violent et n'est qu'une interprétation. Voilà. On peut dire un peu de manière provocatrice. Oui, merci. Merci, c'est deux questions passionnantes. Donc, je vais essayer d'être bref. Si je suis trop long, vous m'interrompez, hein, avec non-violence. Mais le premier, sur le premier point, elle prend toujours l'analyse de l'autodéfense comme un système de protection de proche en proche. C'est-à-dire que l'autodéfense, c'est l'autodéfense d'un sujet contre un agresseur, c'est l'autodéfense d'un ensemble d'individus, d'un groupe de personnes, etc. Donc, on va défendre ce qu'on... Pour elle, il y a un présupposé dans l'analyse de l'autodéfense, c'est qu'on défend toujours celui qu'on connaît. Et on ne défend jamais celui qu'on ne connaît pas. On défend toujours celui qui est proche et on ne défend jamais celui qui est éloigné. Elle propose un renversement de perspective. Elle dit, nous ne pouvons pas exister comme sujet proche. Elle parle d'ailleurs de mondialisation en ce sens-là. Il y a des pages très intéressantes sur la mondialisation non économique, et une autre mondialisation, justement. Elle dit, nous ne pouvons pas exister si nous ne sommes pas, en quelque sorte, en lien avec des personnes que nous ne connaissons pas, même à l'autre bout du monde, et dont d'ailleurs certaines peuvent nous vouloir, pas nous individuellement, mais dont certaines peuvent nous agresser. D'ailleurs, le point de départ de toutes ces analyses, c'est le 11 septembre. Hein. Elle dit, à un moment donné, c'est ce qu'elle appelait la blessabilité des vies. Nous pouvons être blessés à mort par des personnes que nous ne connaissons pas, qui ne nous connaissent pas et qui nous frappent pour des raisons de terrorisme ou pour des raisons... voilà.
Ça, c'est l'exercice de la violence. La violence, il faut arriver à la penser même à distance. Alors que nous avons tendance spontanément à la penser à proximité, de proche en proche. Et donc, elle propose un changement de lecture, en fait, d'une part de l'analyse de la violence. L'exercice de la violence, c'est ce qui frappe à distance, c'est ce qui peut frapper à distance. Et elle propose aussi une analyse élargie des moyens de contrecarrer cette violence, en soulignant que la philosophie implicite de l'autodéfense, c'est toujours d'en appeler à une défense des existences proches. On peut même parler à ce moment-là d'autodéfense d'un pays. Hein, quand un pays est justement agressé, la rhétorique de l'autodéfense intervient en permanence. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé avec le 11 septembre, et Butler a contribué à en faire l'analyse aussi. L'agression des États-Unis a justifié une rhétorique de l'autodéfense qui a produit Guantanamo, qui a produit des guerres, etc. Et donc, euh, euh, le recours à l'argumentaire de l'autodéfense, c'est toujours un recours à un argumentaire identitaire, à un argumentaire d'identité. Et elle, tout son travail philosophique, c'est un travail pour désidentifier. Désidentifier le genre, puis trouble dans le genre, c'était ça, trouble. C'est pour ça que les lectures qui l'ont assimilé à une théorie du genre, c'est à mourir de rire. C'est la lecture du pape, par exemple, enfin la lecture du pape, de l'ancien pape, c'était qu'il avait mis qu'il avait blacklisté. C'était à mourir de rire parce que en fait, c'est une théoricienne de la désidentification des rapports de genre, des rapports de. Donc, il s'agit de penser justement de manière désidentifiée la question de la violence et la question de la non-violence, sachant que nous sommes connectés les uns aux autres et que les frontières de nos existences, elle fait une critique très intéressante du schéma corporel de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, en disant que finalement, le corps n'a pas de frontières. Mon corps ne s'arrête pas à ma frontière, à mes frontières. J'ai pas de. Mon corps s'arrête dans votre corps. Mon corps va au-delà des corps qui sont présents. Il est à distance. Il n'y a pas de. Il est entré dans le monde. Il est exposé au monde et je ne peux pas abolir les relations pour définir quelque chose comme mon corps, mon existence, mon être. Toute définition de propriété de soi, elle est nulle et non avenue pour Butler. C'est pour ça qu'il faut renverser le schéma et penser les conditions d'une relationnalité telle que l'idée même de délimiter dans cette relationnalité un périmètre d'autodéfense et d'identité qu'on défend à tout prix n'a aucun sens pour elle. Sur la deuxième question, très rapidement, sur la violence physique, c'est très intéressant. Elle consacre tout un chapitre enfin, à la fin du livre. Elle consacre toute une analyse, évidemment, enfin évidemment, oui, au féminicide, etc. Mais précisément dans la violence physique faite, par exemple, aux femmes, euh, dans ce qu'on appelle le féminicide. Le concept de féminicide a une portée absolument radicale parce que quand il a été inventé, euh, en particulier quand féminicide a été inventé et a remplacé fémicide, qui était l'équivalent d'homicide, c'était pour montrer que la violence physique d'un homme sur une femme avait pour condition de possibilité l'indifférence de l'État face à cette violence. Et c'est dans ce contexte-là que le terme de féminicide est utilisé en Amérique latine et doit être revenu. C'est pour ça que l'usage journalistique du mot féminicide aujourd'hui est absolu, quand on emploie ce terme pour crime de femme, etc., est complètement vide de sa signification. Parce que ce qu'il faut penser, c'est justement la structure, c'est justement la complicité tacite des structures politiques à ce crime. Et c'est ça, féminicide. C'est ça la portée de ce terme. Donc la violence, elle n'est jamais physique seulement. Elle est toujours en même temps aussi politique, elle est toujours aussi narrative, elle est toujours aussi, voilà. Et le cercle de la violence, vous voyez, on ne peut pas délimiter quelque chose comme un usage seulement physique de la violence. Je ne le crois pas. Je pense que ça rentre dans une rhétorique bien plus large. Il y a peut-être la place pour une Ouais, question, désolé, je suis long. mais c'est là où on voit toute la richesse
de ce que l'on est en train d'aborder, mais il faut pouvoir aussi avoir le temps pour la table ronde qui va venir. Non, non, mais on a parlé tout à l'heure. Ok, alors je vais essayer de faire court. Alors j'ai plein de questions, comme vous, j'imagine. Ça m'a fait penser à l'aïkido, ce que vous disiez, détourner la violence voilà. Et puis, je voulais dire aussi le suicide. Vous avez dit en cas de guerre, la seule solution serait de se suicider. Bah, c'est une violence aussi, le suicide pour moi. Enfin, ce ne serait pas la solution, je pense, mais voilà. Et puis, je voulais parler de ce qu'on vit actuellement, de la violence institutionnelle, voilà, de l'intégrité physique. Et quand on oblige toute une population à se faire des injections expérimentales, voilà, est-ce que ce n'est pas le comble de la violence? La violence institutionnelle, on peut la mesurer à plein d'éléments. Moi, qui travaille beaucoup sur les questions et beaucoup avec avec certaines personnes dites entre guillemets démunies, exclues, qui travaillent beaucoup avec des mouvements comme ATD Carmonde, etc. Pour moi, actuellement, tel que je vois la question de la violence institutionnelle, je la mesure en tout cas à un ensemble d'institutions qui théoriquement devraient protéger les plus précaires et qui en pratique apparaissent comme des labyrinthes dans lesquels les vies les plus dites précaires sont complètement perdues. Je pense en particulier à la manière dont les plus pauvres manifestent, interprètent le système du droit aujourd'hui. C'est très, très intéressant comment ils voient le droit comme non pas un recours, mais comme une violence. Une violence qui consiste à placer, à leur prendre leurs enfants sans aucun recours possible pour des personnes qui sont dans la grande exclusion, etc., etc. Donc c'est très important. Il y a quelques pages de Butler là-dessus, quand il reprend Benjamin, etc. C'est très, très important de penser la violence à ce niveau-là de l'institution, pour se demander en retour comment il est possible de ne pas laisser tomber l'institution pour retomber dans une forme d'anomalie sauvage du néolibéralisme actuel, qui aimerait bien nous faire enlever tout État, etc. Comment il est possible de démocratiser les institutions pour y faire entrer les plus exclus, les plus pauvres, les plus démunis, les plus, entre guillemets, faibles, de manière à ce que ces institutions, justement, répondent, se transforment en fonction de leurs attentes. Voilà, donc j'ai la délicate fonction de mettre du temps et je crois qu'on n'a pas véritablement nous n'avons pas véritablement le temps de prendre une autre question. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers de questions qui sont... Mais je pense qu'on a déjà eu un apport extrêmement riche. Donc là, on a une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure.